Bonjour, vous êtes sur Décideur TV, c'est Lex Inside. Au programme de ce numéro, on va parler du projet de métaverse européen. On parlera des vrais pouvoirs du président de la République et enfin du projet de règlement européen sur les crypto-monnaies. Pour débuter cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Anne Cousin, associée chez Herald, pour évoquer le projet de métaverse européen. Anne Cousin, bonjour. Bonjour. Alors, pouvez-vous nous parler de ce projet de métaverse européen? Alors, ce n'est pas en fait un projet de métaverse. On l'a appris par Cédric O, qui a précisé ce que Emmanuel Macron voulait dire. En fait, il parlait d'un moteur, d'une technologie dédiée aux jeux vidéo, technologie française. Donc, ce n'est pas un projet de métaverse européen, mais pourquoi pas? Pourquoi ne pas effectivement lancer un projet européen de plateforme de métaverse avant que le marché émergent ne soit complètement occupé par les Américains comme ils menacent de l'être en réalité. Donc ce serait une bonne idée pour vous? Ça serait une excellente idée. Alors, faut-il encadrer les pratiques sur le monde du métaverse puisque ça soulève beaucoup de problématiques juridiques? Alors, elles le sont déjà. On est dans un domaine qui s'appelle le Web 3, ce qui veut dire qu'il y en a eu deux autres. Donc, on n'est pas sans rien. On a une loi du 21 juin 2004 qui vise à réguler les activités sur Internet, qui a vocation à s'appliquer. On a aussi bientôt un DSA, Digital Services Act, qui va encadrer toutes les pratiques, y compris sur le métavers. Donc, il n'y a pas de vide juridique, ça c'est sûr. Il y aura certainement nécessité d'adapter certaines des règles juridiques, comme on le fait depuis toujours. Pour les plus anciens du secteur du droit du numérique, on sait bien qu'on a eu des difficultés au début avec les fichiers audio qui se partageaient de pair à pair. Est-ce que c'était de la contrefaçon ou pas? Bon, on a eu besoin d'adapter les textes, mais de les retoucher. Il n'y a pas de vide juridique. Donc ça, c'est important de le dire. On entend souvent de dire que sur Internet et on va dire ces avatars, pour parler un peu comme dans le monde du métaverse, il y a du vide juridique, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Alors, évoquons maintenant les risques juridiques qui pourraient naître dans ce monde du métaverse. Quels sont-ils? Alors, le premier risque juridique que je vois, moi, il est essentiellement pour les entreprises. Parce que le risque, il est avant tout concurrentiel. Ce que nous pourrions avoir demain sur le marché, c'est une ou deux, voire trois grandes plateformes de métaverse qui, en fait, dominent complètement le marché et obligent les entreprises qui voudraient passer par une plateforme de métaverse pour vendre, par exemple, leurs produits, à s'acquitter de redevances élevées, à accepter des clauses déséquilibrées. Ça, c'est un risque réel, très important, que le DMA, d'ailleurs, probablement va parvenir à limiter, enfin, je l'espère. Le second type de risque, il est pour les individus, bien sûr. J'en vois deux principaux. Le premier, c'est qu'ils vont laisser, en allant dans les univers virtuels, encore plus de données personnelles qu'ils n'en déposent aujourd'hui en achetant en ligne ou en jouant en ligne. Donc, il y aura encore plus de données comportementales. Vous savez, Meta a déposé des brevets pour pouvoir reconnaître et traduire numériquement les expressions des visages, pour pouvoir offrir des choses, des services plus adaptés avant même que vous le souhaitiez, si vous voulez. Donc, évidemment, beaucoup plus de données, des données sensibles. Et le second risque, c'est le risque de penser que, puisque c'est un univers virtuel, on ne pourra rien se voir reprocher, on ne risque rien. En fait, c'est faux. On pourra commettre des infractions via son avatar. Un avatar qui harcèle un autre avatar, ça remontera à la personne physique, de toute façon, qui devra en répondre. Donc, il pourra y avoir des infractions pénales. Absolument. Et les individus devront Absolument. en répondre. Alors, pas forcément toutes. Je ne vois pas très bien un avatar assassiner un autre avatar. Mais en tout cas, se rendre coupable de contrefaçon, certainement. Harceler, certainement. Diffamer, certainement. Injurier, absolument. Voler, peut-être. La Cour de cassation admet le vol d'informations, donc pourquoi pas. Donc ça, c'est un risque très, très important qu'on connaît déjà, mais qui va sans doute être décuplé dans le métavers. Merci Anne Cousin pour cet éclairage. Vous
Vous êtes toujours sur Décideur TV, c'est Lex Inside. Le président de la République vient d'être élu. Quels sont ses vrais pouvoirs? On en parle tout de suite avec mon invité Delphine Ivens, journaliste et autrice de l'ouvrage Les vrais pouvoirs du président. Delphine Ivens, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, une fois élu, est-ce que le président de la République est en mesure d'appliquer les mesures qu'il a prévues dans son programme? Jusqu'à présent, on n'a jamais vu aucun président appliquer à la lettre son programme. Parfois même, il est obligé de renoncer à une partie pour pouvoir être élu. Bon, une fois que c'est fait, tout va dépendre de la majorité qu'il a à l'Assemblée nationale. Plus sa majorité est importante, plus son gouvernement pourra faire adopter les projets de loi qu'il veut. Puis après, il y a un autre élément important qu'à prendre en compte, c'est le contexte social. Et celui-là, il est difficile à maîtriser. D'autant plus qu'on peut imaginer que des sujets comme la réforme des retraites pourront ressurgir et le climat social, évidemment, est très important. A priori, oui. Alors, on présente souvent le président de la République comme un monarque républicain. Est-ce qu'il est vraiment seul à décider? Qu'en est-il? En réalité, le président de la République, il décide tout seul 5 choses, et presque pas une de plus. Il choisit son Premier ministre, il peut dissoudre l'Assemblée nationale, faire usage de la frappe nucléaire, le droit de grâce présidentiel, et certaines nominations comme celle au Conseil constitutionnel ou au Conseil supérieur de la magistrature. Mais pour tout le reste, il est toujours lié par l'avis de personnes et ou d'institutions, et même sous état d'urgence. Il a un cabinet autour de lui, des Exactement. personnes sur qui il peut compter, qui orientent ses décisions. Oui, puis il y a le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État. Alors, prenons un sujet qui nous tient à cœur ici dans cette émission Lex Inside, c'est la justice. Et justement, quelles sont ses relations avec l'autorité judiciaire? Alors, elles sont assez étroites, parce que jusqu'en 1993, il était le seul garant de l'indépendance de la justice. Aujourd'hui, c'est avec le Conseil supérieur de la magistrature, dont il nomme certains membres. Il nomme aussi les procureurs généraux. Après avis du Conseil supérieur de la magistrature, il désigne les magistrats du parquet. Et puis, on le sait à peu près tous, mais à titre individuel, en tant que président de la République, durant tout son mandat, il ne peut être ni interrogé, il ne peut pas témoigner, il ne peut pas faire l'objet d'une instruction et il ne peut pas être poursuivi par la justice. Pour terminer, peut-être une ou deux anecdotes sur la fonction présidentielle? Alors, on ne le sait pas forcément, mais le président de la République devient le Père Noël à l'Élysée tous les ans. Et puis aussi, tous les Français peuvent lui écrire soit un mail par le site de l'Élysée, soit par courrier, et pas besoin de timbre. Delphine Ivens, merci pour cet éclairage. Merci Arnaud. Vous êtes toujours sur Décideur TV dans Lex Inside vers un projet de règlement européen en matière de crypto-monnaie. On en parle tout de suite avec mon invité, Franck Guyader, directeur de l'équipe J255. Franck, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, quel est l'état de la réglementation actuellement en matière de crypto-monnaie? Alors, l'état au niveau européen, au niveau de l'Union européenne, de la réglementation en matière d'actifs numériques plus largement, puisque c'est un terme crypto-monnaie qui est inclus dans un terme beaucoup plus large, qui inclut les stablecoins, les NFT, les jetons, et puis aussi les crypto-monnaies. Et l'ensemble de ces instruments aujourd'hui est attaché à des services qui vont être réglementés prochainement par le législateur européen, qui est en train de travailler sur un projet d'harmonisation, puisque les règles sont très disparates aujourd'hui d'une juridiction à une autre. Et pour vous, c'était un besoin de réglementer en matière européenne les crypto-monnaies? Oui, c'est un vrai besoin. Je crois qu'il y avait une urgence à harmoniser l'état de la réglementation qui faisait l'objet d'arbitrages réglementaires. Certains pays n'ont rien dit, d'autres ont clarifié, d'autres plus courageux ont proposé des réglementations ad hoc. C'est le cas en France. Donc il y avait un vrai besoin, une attente du marché pour pouvoir développer ces services plus largement qu'au sein d'une seule juridiction. Alors évoquons ce règlement européen, ce projet. Quel est son objectif?
Alors, son objectif, d'abord, MiCA, puisque c'est son nom, Market in Crypto Assets, s'adresse au marché des cryptoactifs et donc il vise à harmoniser les règles de ce marché, à stabiliser également ce marché et à protéger les investisseurs. Donc, son objectif, c'est vraiment de créer un label européen qui va permettre, via des agréments et des visas, de produire une harmonisation et des règles harmonisées au sein de l'Union européenne pour les acteurs qui ont recours à ces instruments. Quelles sont ces principales mesures ? Il y a 3 piliers. La première mesure, elle concerne les ICO, l'émission de jetons utilitaires, des utility tokens, avec l'obligation pour les émetteurs de produire un white paper, un document d'information. Le deuxième pilier, c'est les acteurs, les plateformes qui développent des services sur cryptoactifs, sur actifs numériques, les CASP, Crypto Asset Service Provider, à peu près la même chose que ce qu'on trouve en France avec le régime PSAN pour les prestataires de services sur actifs numériques. Et donc l'objet, c'est de les encadrer avec un agrément et un passeport assorti à cet agrément. Et puis enfin, troisième pilier, les stablecoins avec 2 catégories, ceux qui sont proches de la monnaie électronique et ceux qui sont assis à un ensemble, un panier de valeurs cryptoactifs. Et donc là encore, des obligations pour les émetteurs de stablecoins. Alors on comprend mieux maintenant quelles vont être les mesures de ce règlement européen, mais qu'en pensez-vous, vous, Franck ? Je pense que c'est toujours bon d'apporter de l'harmonisation sur des marchés qui n'étaient pas régulés, qui sont nouveaux, qui portent des risques nouveaux et qui créent également des nouveaux risques juridiques importants. La deuxième chose, je pense que les clients que nous avons, nous, au sein du cabinet, attendaient cette harmonisation pour pouvoir développer plus largement leurs activités au niveau européen, qui s'adresse à un marché de 450 millions, pas de consommateurs, mais en tout cas de citoyens, avec 24 langues également. Donc il y avait vraiment un besoin d'harmoniser au sein d'une grande zone cette réglementation dédiée aux actifs numériques. Je pense également que c'est quelque chose qui va permettre véritablement de faire concurrence à d'autres places qui ne sont pas encore régulées, réglementées, qui n'ont pas créé de certitude, de confort juridique. Il reste des enjeux, bien sûr. La finance décentralisée en est un. D'autres sont encore en train d'être discutés au niveau européen et on attend la finalité de ce règlement avec impatience. Eh bien, nous, on va suivre tout ça de près chez Le Monde du Droit et dans notre émission Lex Inside. Merci Franck pour votre éclairage. Merci pour votre invitation. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Je vous retrouve très bientôt sur Décideur TV pour un nouveau numéro de Lex Inside.